c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. J'ai été contactée par une famille qui s'apprête à faire un voyage autour du monde en voilier. Ils ont un blog qui s'appelle réussir sa croisière à la voile.com. Et Hélène, la maman, m'a contactée pour pouvoir aborder ce que c'est que le unschooling, quelle est notre vision du unschooling à nous, comment ça peut être une opportunité quand on est en voyage, quand on est nomade, alors qu'on soit sur un voilier ou sur les routes, hein, évidemment. Et j'ai trouvé sa démarche super intéressante, alors j'ai accepté de me prêter à son jeu et de répondre à ses questions. Et donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous partager notre retour d'expérience sur le unschooling, notre avis sur ce que c'est le unschooling, et puis comment on fait concrètement avec Janae, quelles sont les valeurs qu'on souhaite lui transmettre par rapport à ça. Donc je vous le rappelle, à l'heure où je filme cette vidéo, Janae a 6 ans et demi, et elle n'a jamais été scolarisée. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le unschooling? Si on prend le mot en anglais, schooling, ça veut dire école, aller à l'école, faire l'école. Et quand on met le préfixe un, ça veut dire le fait d'enlever la notion. Donc unschooling, on pourrait le traduire par absence d'école ou non-école. Et si on cherche une définition, il y a quand même beaucoup de définitions différentes, il y a beaucoup de formes différentes de unschooling, mais en gros, c'est l'idée principale que l'école c'est la vie et la vie c'est l'école, dans le sens où on ne reproduit pas un schéma d'école à la maison. Le parent n'endosse pas la blouse d'un enseignant, d'un professeur ou quoi que ce soit. L'enfant ne prend pas un statut d'élève, mais on vit tout simplement. Et chaque situation de la vie est une source d'apprentissage. Il n'y a pas de période vacances et de période où on travaille beaucoup chaque semaine. Il n'y a pas forcément d'horaire prédéfini. Il n'y a pas forcément de manuel ou de formel. Il peut y en avoir, mais je vais revenir un petit peu là-dessus après parce que je vous l'ai dit, chacun fait un peu comme il veut. Mais l'idée, c'est que la vie est une source d'apprentissage et que quand on vit, forcément, on apprend. Alors, il n'y a pas forcément d'opposition entre unschooling et formel, dans le sens où si l'enfant a envie de découvrir des choses et qu'il a envie de lire des livres, qu'il a envie de répondre à des questions, qu'il a envie de faire des exercices, etc., libre à lui. Mais par contre, il n'est pas dans l'obligation, dans le sens où on ne va pas lui demander, quand on est en unschooling, on ne va pas demander à l'enfant de travailler un nombre défini par jour, on ne va pas lui demander de faire des devoirs et d'être noté, on ne va pas lui demander de coller au socle commun à 100%, etc. Même si en France aujourd'hui, on est dans cette obligation de faire en sorte que d'une façon ou d'une autre, l'enfant se rapproche du socle commun, peu importe la manière dont on y parvient finalement. Mais donc voilà, le unschooling, c'est ça. Et c'est très délicat, le unschooling, surtout pour les parents, parce qu'on est formaté, on a été habitué à grandir dans un certain cadre au niveau des apprentissages, et c'est très difficile en tant que parent de lâcher prise pour laisser l'enfant apprendre par lui-même, redécouvrir le potentiel qu'il a en lui, aller en fonction de ses curiosités à lui, de ce qu'il veut découvrir lui, etc. Alors maintenant, la question suivante, c'est les principes et les valeurs dans lesquels nous, on se retrouve dans le unschooling. Je pense qu'on était vraiment à 100% unschooling jusqu'à ce que Janae sache lire et écrire. Parce qu'on a vraiment évolué en fonction d'elle. C'est-à-dire, on lui a posé aucune attente. On lui a dit absolument pas, enfin, on lui a jamais dit, il faut que tu saches ceci à la fin de telle année, il faut que tu saches cela, etc. Tu es vraiment dans le unschooling pur. Et en ce sens, aujourd'hui encore, la valeur principale qui est qu'il n'y a pas de distinction entre apprentissage et vie courante, on est vraiment dans ça. Il peut se passer parfois 3-4 semaines sans que Janae ouvre un cahier avec des exercices à faire. Et puis des fois, elle va avoir envie, alors que c'est les vacances scolaires, que tout le monde lâche ses cahiers, etc. Elle va avoir envie d'ouvrir un manuel et de répondre à des questions qu'il y a dans ce manuel. Donc en ce sens, nous, on est vraiment dans ça. Maintenant, la deuxième valeur qu'on chérit vraiment beaucoup avec le unschooling, c'est le fait que l'adulte n'est pas là pour enseigner. Il n'y a pas de apprenant, enseignant, apprenant, apprenant, enseignant, voilà. Il y a juste un échange et on est à égalité dans le sens où parfois j'apprends de ma fille, parfois elle apprend de moi, elle apprend de Stéphane, on apprend ensemble de certaines situations, on découvre des choses ensemble. Alors oui, j'ai peut-être plus de connaissances qu'elle sur beaucoup de domaines parce que j'ai aussi une vie plus longue qu'elle, donc j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai observé, j'ai expérimenté plus de choses qu'elle, mais je ne me considère pas comme celle qui sait et elle, celle qui doit apprendre et qui doit savoir.
Donc ça aussi, c'est une valeur vraiment que j'apprécie énormément dans le unschooling, enfin qu'on apprécie avec Stéphane. Une troisième chose qui, à mon sens, est vraiment chouette dans le unschooling, c'est de partir de l'enfant. Et en tant que parent, on n'est pas là pour lui dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je reprends souvent cette image que j'ai beaucoup aimée dans le livre Libérez votre cerveau de Idriss Aberkan, où il explique que les apprentissages, c'est un peu comme si on présentait un banquet, un buffet avec plein de plats divers et variés sur une table, et libre à l'enfant de goûter ce qu'il a envie. Mais qu'à partir du moment où on l'oblige à manger ceci, à finir telle assiette, etc., et ben, il perd tout le plaisir des saveurs de ces plats qui sont délicieux, qui sont devant lui. Et nous, on prend vraiment les apprentissages comme ça, dans le sens où, en tant que parent, je considère, c'est ma position, je dis pas que tous les parents dans le unschooling font ça, mais je considère que mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait régulièrement des nouveautés sur ce buffet pour Janae et qu'elle puisse découvrir des nouvelles choses régulièrement. Peut-être qu'en lui mettant sur la table, elle va dire ça m'intéresse pas. Ok, peut-être que tu auras envie de le goûter plus tard. Des fois, elle va avoir envie de goûter quelque chose et puis elle va pas aimer, elle va dire non, ça j'ai pas envie. Des fois, elle va goûter, elle va aimer et là, eh ben, elle va m'en demander plus et donc on va lui donner plus d'outils, plus de choses pour qu'elle puisse aller à fond dans son exploration. Voilà, ça c'est vraiment les choses que je trouve géniales dans le unschooling et que nous on chérit vraiment. Alors comme je l'ai dit, Janae grandit et aujourd'hui, elle est en âge d'instruction obligatoire en France, donc elle va être contrôlée. Et maintenant vient se rajouter ce facteur contrôle. Il y a cette pression de la personne extérieure qui vient juger un petit peu les compétences de notre fille et cette personne va devoir juger en un laps de temps très court euh, ce que Janae connaît déjà ou ce qu'elle ne connaît pas, où elle en est elle dans sa découverte, dans ses apprentissages. Et c'est délicat parce que ben, il y a des jours sans et des jours pour. Je veux dire, on est tous différents et quand on fonctionne, on a des jours où on est hyper éveillé, hyper curieux, on va répondre à plein de questions, voilà. Et puis il y a des jours où on a juste envie d'être tranquille, qu'on nous embête pas et tout ça. Et il se pourrait que le jour où l'inspecteur viendra, que Janae soit dans un jour sans et que elle soit dans une phase timide, dans une phase où elle exprime pas grand chose, dans une phase où peut-être même elle sera fatiguée puis elle comprendra pas les questions qu'on va lui poser, elle va les faire répéter. Et pour moi, c'est pas révélateur du tout de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait, puisque c'est un instant T et ça prend pas compte de toute l'année, de tout ce qu'elle fait au quotidien. Et c'est vrai que ça met une certaine pression. Alors nous, on veut pas mettre cette pression sur Janae, mais par contre, elle est au courant, elle a rencontré des enfants pour qui l'inspection s'est pas spécialement bien passée, pour qui il y a eu, voilà, ça a été tendu. Et Janae chérit tellement le fait de pouvoir faire comme elle veut, quand elle le veut au niveau des apprentissages, que d'elle-même, elle a dit, écoute maman, je pense que c'est bien quand même que quand l'inspecteur viendra, que je puisse quand même répondre aux questions s'il attend, par exemple, un enfant en CP ou en CE1, voilà, que je puisse quand même répondre aux questions qu'il va me poser. Donc d'elle-même, elle veut suivre maintenant le programme du socle commun. Alors, on le combine quand même avec le unschooling, dans le sens où c'est jamais moi qui lui dis on va travailler de telle heure à telle heure, on va faire telle matière, c'est elle qui choisit. Mais elle se met elle-même ce challenge-là, elle pourrait ne pas le faire. Donc, elle le fait pour l'inspecteur, parce qu'elle veut pas être embêtée. Alors, c'est gênant, oui et non, dans le sens où elle aime ce qui est formel. Elle n'a jamais été dégoûtée du formel, Janae. Donc, ça correspond assez à sa façon de travailler, à sa façon d'être, à sa façon d'apprendre. Donc, dans ce sens, c'est pas non plus extrêmement grave et ça ne la brusque pas, ça ne respecte pas. Enfin, c'est pas comme si ça ne la respectait pas. Donc, ça contrebalance quand même, mais n'empêche qu'elle a quand même envie de le faire pour l'inspecteur et pas parce que d'elle-même elle aurait eu envie de le faire d'elle-même tout de suite. C'est juste parce qu'elle veut ne pas avoir de problème au niveau de l'inspection. Donc ça c'est par rapport à nos principes, à nos valeurs et par rapport à comment ça se matérialise aujourd'hui. Alors, vous vous demandez sûrement des exemples un peu plus concrets. Je sais pas moi, par exemple, l'autre jour on était en balade en forêt, on était parti pour cueillir des mûres et on est arrivé trop tard, il y avait plus de mûres. Et Jana était très déçue et pour la décentrer un peu de ça, j'ai fait bah ok, on va faire un jeu, maintenant je vais te donner un mot et tu vas me l'épeler. Et on est parti sur les chiffres de 0 à 10, puis après jusqu'à 15. Et en fait, pendant toute la balade, elle était super contente de me dire, je sais pas moi, par exemple 3, T, R, O, I, S. Et on a continué comme ça. Et ça a duré, je pense, bien 40 minutes comme ça. Et elle était super fière. Et ça, c'est quelque chose, elle aime pas spécialement écrire, Janae. Elle l'aurait pas fait à l'écrit.
elle l'aurait pas fait à l'écrit parce que pour elle, ça l'aurait saoulée. Donc elle m'aurait clairement dit non maman, j'aime pas ton jeu. Que là, de le faire à l'oral, et ben pour elle, c'était un jeu, c'était juste une idée. Ça fait partie de ce que j'ai pu proposer sur son buffet à ce moment-là, pour reprendre l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Et pour elle, c'était un jeu et c'était extra. Et elle a adoré et on s'est régalé pendant la balade. Quand on est rentré, elle était mais trop contente. Je pense que quand l'enfant est petit, c'est très facile de pratiquer le unschooling parce que l'enfant, il va naturellement se diriger vers les choses dont il a besoin. Il a besoin d'apprendre à marcher, il a besoin d'apprendre à parler, il a besoin de se faire comprendre, il a besoin de mettre des mots sur ses émotions et de les comprendre, il a besoin de compter, ne serait-ce que pour comparer. Oui, lui, il a plus de jeux que moi, ou elle a plus de grains de raisin que moi, etc. Il a besoin de ça. Et naturellement, il va avoir aussi besoin d'apprendre à lire parce qu'il y a beaucoup de choses autour de lui auxquelles il n'a pas accès tant qu'il n'a pas cette connaissance. Donc l'enfant, naturellement, va vers ça. Mais le truc, ce qui est plus délicat, c'est que quand l'enfant grandit, on a du mal à déterminer ce dont il a besoin pour sa propre culture et pour continuer à apprendre parce que les enfants aiment apprendre, aiment découvrir. Et si on est, nous, formatés apprentissage formel, on a du mal à voir que beaucoup des notions qu'il va découvrir, il peut les découvrir en jouant, en faisant des jeux, en s'amusant, etc. Par exemple, l'heure. L'heure, Janae, on l'a révisée là dernièrement parce que dans son manuel de CP, il y avait l'heure. Mais pour elle, c'était archi facile parce que l'heure, elle l'a découverte il y a des mois et des mois parce qu'elle avait besoin de savoir exactement et précisément l'heure à laquelle elle devait se lever, l'heure à laquelle on mange. Donc elle repérait sur l'horloge, après sur un réveil. Elle a très très vite compris que quand elle se réveillait avant telle heure, et ben à telle heure, et ben elle avait le droit de jouer jusqu'à telle heure dans sa chambre et pas venir nous réveiller avant. Donc par exemple si elle se réveille à 8 heures, et ben elle doit lire ou jouer tranquillement jusqu'à 9 heures. Donc elle a très vite compris que quand elle se lève vers 8h10, elle a beaucoup de temps à attendre, que quand elle se lève vers 8h45, elle a très peu de temps à prendre. Donc elle a compris les minutes, elle a compris que, parce qu'elle a un réveil digital, elle a compris que ça allait jusqu'à 60 et qu'à partir de 60, ça reprenait. Et ça, elle l'a découvert naturellement. Alors moi, j'ai répondu à ces questions au fur et à mesure, mais voilà, elle a appris à lire l'heure parce qu'elle en avait besoin. Ensuite, elle a voulu avoir une montre, donc il a fallu qu'elle apprenne à lire sur le truc. Ensuite, quand je lui disais dans 15 minutes, oui, dans un quart d'heure, je suis disponible pour faire telle activité avec toi dans un quart d'heure, elle savait précisément à quoi ça correspondait. Et pareil pour les durées en trajet en voiture, elle me demandait souvent, maman, dans combien de temps on arrive? Dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans une heure, etc. Elle avait besoin. Donc, elle a appris. Et c'est ça qui est génial avec le unschooling, c'est qu'on n'attend pas que ce soit le moment d'apprendre une notion pour la découvrir, on fait en fonction de l'enfant. Et oui, des fois, il va y découvrir des choses que dans un programme classique scolaire, ça sera beaucoup plus tard qu'il verra. Et des fois, dans un programme, il y aura des choses, ça n'intéresse pas l'enfant parce que ça ne répond pas du tout à ses questions du moment. Et donc, il faut attendre qu'il soit prêt, donc on attend un peu plus tard. Donc en ce sens, en tant que parent, c'est vrai que le unschooling demande de vivre et de faire beaucoup de choses avec ses enfants, de partager beaucoup de choses. À partir du moment où l'enfant sait lire, c'est plus facile parce que l'enfant va se diriger naturellement vers les livres, vers les manuels, vers les choses qui vont l'intéresser. Donc quand un enfant a accès à une médiathèque ou à une bibliothèque, c'est assez facile de nourrir ses questions et d'y répondre. Mais avant la lecture, mais même après, l'idée c'est de fournir un maximum de choses sur ce banquet pour l'enfant. Et pour fournir ces choses-là, eh ben, il faut multiplier les jeux, il faut multiplier les sorties, il faut multiplier les découvertes, il faut multiplier les thématiques, il faut multiplier les lectures, il faut multiplier les rencontres, voilà, toutes ces choses. Et c'est là que le voyage entre vraiment dans cette dynamique du unschooling, c'est que en voyageant naturellement et sans se creuser la tête, entre guillemets, on propose à l'enfant énormément de plats variés sur cette table des apprentissages et il va pouvoir y goûter, il va pouvoir les découvrir, il va pouvoir manger, il va pouvoir dire non ça m'intéresse pas, etc. Parce que quand on voyage, qu'est-ce qui se passe? Quand on voyage, on change de lieu. Chaque fois qu'on change de lieu, ça éveille de la curiosité, autant au niveau de la découverte de l'environnement que de la découverte de l'histoire, de la géographie, connaître où on est sur une carte, connaître la culture de cet endroit, connaître la langue de cet endroit, connaître les recettes, connaître les jeux, parce que selon les endroits où on va, c'est pas les mêmes jeux, les jeux populaires, les fêtes populaires, les traditions, les vêtements parfois. Je vous parle même pas de voyage à l'étranger, hein, même en France, tout ça on le découvre. Et puis même au niveau de la nature, je veux dire, c'est pas les mêmes environnements, montagne, mer, campagne, forêt, en fonction des saisons, on découvre pas les mêmes choses.
on rencontre pas les mêmes gens, donc on découvre des nouveaux métiers, on découvre des nouvelles façons de voir le monde, on découvre des enfants qui ont une façon de vivre différente, donc les enfants sont au contact de ces autres enfants et s'enrichissent mutuellement, et ça c'est génial ce qu'on peut offrir à un enfant quand on voyage comme ça, et c'est quelque chose qui va venir continuellement renouveler les plats sur ce buffet, et l'enfant il arrive rarement à une phase où il s'ennuie. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. Donc, on, on coupe l'herbe sous les pieds à l'ennui. Alors, je dis pas, hein, l'ennui, ça peut être très très bénéfique et c'est bien aussi d'avoir des temps de calme où l'enfant est seul, etc. Mais c'est vrai que quand on voyage, l'enfant ne tourne pas en rond. Jamais. Il n'a pas cette opportunité-là. Et ça, c'est une richesse qu'on apporte aux enfants. Je dis pas qu'on peut pas faire du unschooling quand on est sédentaire, hein. Quand on est sédentaire, il y a plein de choses à découvrir autour aussi. Il y a plein d'autres activités qu'on peut faire quand on a une maison, quand on a du matériel, quand on a des activités régulières. On peut s'inscrire à des choses et l'enfant va pouvoir approfondir, etc. Il y a les pour et les contre en étant sédentaire, en étant nomade. Je dis pas qu'il y a une forme qui est meilleure que l'autre. Mais c'est vrai que si on peut proposer de manière ponctuelle ou de manière même régulière à un enfant de changer d'environnement, eh bien forcément ça va apporter beaucoup de choses différentes sur ce buffet, sur ce banquet, et donc ça va éveiller sa curiosité et ça favorise la découverte et le plaisir d'apprendre. Voilà, je pense avoir fait le tour par rapport au unschooling, par rapport à notre retour d'expérience, par rapport à notre vision des choses. C'est qu'une facette du unschooling, hein. Vous demanderez à d'autres personnes qui pratiquent cela, elles vous donneront un autre ressenti. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir faire ensemble, c'est de pouvoir découvrir ensemble, c'est de pouvoir être ensemble et de ne pas laisser l'enfant tout seul dans son coin, de ne pas être celui qui est au-dessus et qui donne, qui nourrit l'enfant. Non, l'enfant se nourrit lui-même et nous, on est là pour l'accompagner, pour être avec lui. Et c'est là toute la différence. Voilà, bah, je vous laisse ici. Je vous retrouve très prochainement sur le blog Plaisir d'apprendre ou sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. Bye.